Bonsoir. Démarrons notre rendez-vous du jour sur le terrain politique. La date des prochaines élections législatives est désormais connue. Les détails du déroulement de ce scrutin dans le Live Actu. Dans le domaine de l'éducation, la suppression des frais payés par les parents d'élèves pour le COJES a été actée. Les incidences de cette décision au cours de cette émission. Et les nouvelles sont bonnes pour le président du FPI. Pascal Laffi-N'Guessan a été remis aujourd'hui en liberté provisoire. Nous y reviendrons. Et ce soir, il sera question de la situation politique en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons M. Cabran Apia. Il est président de la Ligue des mouvements pour le progrès. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Assis aujourd'hui, mais Brice, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis assis aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle le calme avant la tempête. Parce que demain, quand même, Yana c'est ça. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver, de vous avoir présents, très nombreux devant vos postes de télévision. Ça nous fait super plaisir. Ça nous fait énormément plaisir de vous savoir présents. Avec moi, comme tous les soirs, il y a ma The Team préférée et adorée. Monsieur Serge Kouachi est présent. Bonsoir, Brice. Pourquoi vous avez douté? Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, j'ai vu ma voisine, en l'occurrence, a bien aimé le quoi? Hier, c'était bien. Ouais, non, mais ouais, j'étais très inspiré hier. Ouais. Oui, non, mais non, ouais. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ouais. C'est bien. Rihanna, si. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Je pense qu'avec les guirlandes, tout ça, les couleurs, quand on... Ouais. C'est du vert, ouais. C'est du vert. Tu veux dire Bien qu'elles se font dans heureux le celui qui décor? comprendra, Brice. Ouais, Tu veux dire qu'elles se font dans le décor? Non, elle se... Et les Guirlandais. Et du gros bleu. Petite enfance. Je pense que c'est mieux que je me tourne vers vous et du groupe bleu. Je suis en vert aussi, mais bon, je ne me sens pas dans le décor. D'accord. Ah, non, ce serait difficile, très franchement, de vous confondre au décor. Oh là là. Franchement. Oh. Elle est flattée. Que puis-je dire? Si ce n'est qu'il fait si beau. Maurice Carême. Bonsoir Sophia Ida, comment ça va? Sorry, I'm good, thank you. Ok. Ça va, ça va. Continue en anglais Brice. Ah non, I can continue. Ouh. Ah, sorry. Pardon? Yes, sir. Comment? Yes sir. Ok, madame. Bon, notre petite info du jour. Alors la petite info, c'est que chaque fois qu'on écoute un tube ou une musique, que ce soit à la radio, à la télé ou Que ce soit partout, sur Vibe ou sur que ce Live. soit sur Vibe ou sur Live, de Rihanna, Beyoncé ou de Kanye West, c'est l'église anglicane qui s'enrichit. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais la reine Elisabeth II, elle copossède justement les droits de plus de 50 000 chansons de la variété européenne ou américaine, du rap et R&B, donc que nous écouterons tous les jours. Donc à chaque fois qu'on écoute ces musiques-là, c'est l'église anglicane qui s'enrichit. Est-ce que vous le saviez? Ah non? Ça? Non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fonds d'investissement qui travaille pour l'église anglicane. Tout à fait. Et on sait très bien que la reine d'Angleterre est la patronne de l'église anglicane. Donc, ce fonds d'investissement travaille à ce que ces royalties lui reviennent directement. Et c'est justement un fonds d'investissement donc, qui a été fondé par un Canadien, qui est d'ailleurs l'ex-manager d'Elton John. Et les derniers chiffres qu'on a, c'est que 57 000 chansons, dont un tiers justement de ces chansons-là représentent des musiques issues du rap et du R&B. Et pour quelques chiffres, cette année, c'est 85 millions de dollars qui ont été engrangés avec 13 000 chansons. Donc c'est pas rien. Ça y est, ça vient lever le voile sur le train de vie de la reine. Certains se posaient la question de savoir si c'était l'État britannique qui trinquait, mais visiblement non. En tout cas, ils savent Ils savent faire des choses en business. Je pense que l'expression, c'est un esprit d'investissement. Parce que quand même, l'église anglicane, Rihanna, Beyoncé... Et en fait, ils se sont rendus compte c'est de la musique mondaine. Et je soulevais ce point avec Edith tout à l'heure en loge, on en parlait, je disais justement, est-ce que justement c'est pas un peu contradictoire quand on sait que les pasteurs nous disent de pas forcément écouter la musique mondaine et tout ça, mais qu'on se retrouve justement à brasser autant d'argent venant de cette musique-là? On se pose des questions. L'église, c'est des investissements. Oui, L'église investit dans l'immobilier, de cette manière-là. l'église investit dans les taxis. L'argent du monde.
Vous m'ont dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Écoute, bon, allez, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais très franchement, moi, je pense qu'on peut en débattre. Hein. Ben, c'est vrai. Voilà, on peut en C'est débattre. sûr, en tout cas, avant de parler de l'église, il y a surtout la reine. La reine, là, tout le monde elle se fait le Ouais, elle est tranquille. Surtout même sur les chansons de Maria Carré, par exemple. Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être ce qui explique aussi sa longévité. Elle écoute le rap. Moi, jusqu'à présent, je leur pardonne tout ça. Mais s'ils avaient utilisé une chanson, Gadi Seli par exemple, et le socle peu Mawa aussi, la Médée Pierre, là, je vais me fâcher. Parce que je vais me dire, on ne s'enrichit pas impunément sur le dos de nos artistes. J'allais m'ériger en défenseur. J'allais me proposer quelque chose, on allait faire entrer les chansons dedans. Après, c'est pas sur le dos de Kanye West ou de Beyoncé. Ils savent bien, ouais. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ici, la répartition n'est pas bien établie au niveau des artistes? Comment Non, vous comprendrez. C'est pas sur le dos, ils étaient consentants, c'est ça? Ah oui, non, ils étaient consentants. Mais ils sont Oui. consentants, ils sont tout à fait consentants. Ça Mais passe c'est des milliards de par dollars, un en fonds, fait. justement. Exactement. Ça passe par une maison qui s'appelle Hypnogis et voilà. Quoi? Hypnogis, tu me corrigeras. Hypnose. Hypnogise. Oh, il y a aucun Ils lien. hypnotisent. Il y a aucun Ah, lien. je sais pas, mais ça Bon. un peu bizarre, quoi. Ah, ça. Hypnogis. Ouais. En tout cas, voilà, écoutez la musique et puis ça enrichit l'Église. Je crois qu'il y a une bonne partie des critiques. Enri- Vous risquez de faire un tout petit peu. Enrichissez surtout Ils savaient la pas, reine ils savaient pas. Il y a d'Angleterre. plein qui ne savaient pas. Et quand ils vont le savoir, comment ils vont réagir, Et c'est une alors autre paire de manches. Les musiques du Bon, monde. on va démarrer avec l'essentiel de l'actualité du jour, d'ici et d'ailleurs. C'est dans le Life Actu. Reprenez-vous, monsieur. D'accord. Ah, ça va être difficile, on dirait. Un grand nom. Législative ivoirienne, fixée au 6 mars. On en parlait sur ce plateau. On n'avait pas de date. On n'avait pas de date. Voilà, donc certains observateurs de la scène politique André ivoirienne. nous avait dit quelle date? Non, premier trimestre, en tout cas dans la période du premier trimestre 2021. Ouais. Donc on n'avait pas une date officielle qui était fixée et ça y certains est. observateurs de la scène politique ivoirienne se plaignaient du fait qu'on puisse donner une date de démarrage de réception des dossiers de candidature Mais pas et qu'il n'y ait de- pas une date Ouais. effective Pour les élections. pour les élections. Ouais, oui, c'est ça. Donc on a un décret qui porte convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des députés pour la législature 2021-2025. Et la décision a été prise en Conseil des ministres ce 30 décembre. Donc l'ouverture des bureaux de vote le samedi 6 mars, on l'avait déjà rappelé hier, qui est prévue de 8h à 18h, soit 10 heures de vote dans le cadre des élections législatives sur l'ensemble du territoire national. Et la date pour les législatives est fixée donc au 6 mars 2021. Dans un monde que j'aurais créé dans ma tête, ce décret-là, dans ce décret, il aurait été mentionné, il faut oublier date. Je vous donne la date. Voilà. Et il faut rappeler que le choix de cette date, donc du 6 mars, selon le porte-parole du gouvernement, vise essentiellement d'abord à respecter les dispositions constitutionnelles, notamment la date constitutionnelle d'ouverture de la session parlementaire qui est prévue pour le mois d'avril, et ensuite tenir compte des délais prescrits par le code électoral, notamment les délais entre la date de l'élection et la date limite de dépôt des candidatures, la publication de la liste des candidatures et l'examen des différents contentieux qui pourraient être portés à la CEI. D'accord. Bon, on a la date, On c'est peut dire l'essentiel. qu'André Côte d'Ivoire avait vu André juste. Côte- Hein. Oui, parce je crois qu'il avait même avancé une date. Non, non, Oui. pas du On tout. Il avait dit le trimestre. premier, Il avait dit au premier. tout début de mars, Oui. oui, au tout début de On mars. l'avait Donc tout on Il est, était dans des supputations avec Élisée Bouloubeu qui était présent ce jour-là pendant le décryptage. Il avait dit 10 mars, je pense. Début mars. Début mars. Merci, Bah, merci. 6 mars, c'est début mars. Tu veux lui imposer une date? Oui, je pense qu'il avait. Je suis en train de voir son niveau de prophétie. La reine d'Angleterre. Bon, allez, on se tourne vers l'éducation nationale. Suppression des frais payés par les parents d'élèves. Donc, on C'est parlait ça. de COGES. Et là, on était la passé. FESI l'avait réclamé. L'avait réclamé. Et donc ça aujourd'hui, avait été donc annoncé. le Et là, 30 c'est plutôt décembre, acté. ça a été acté justement, et c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres le 30 décembre 2020. Et ce décret justement met à la charge de l'État et des collectivités territoriales sur la base d'une évaluation annuelle le complément budgétaire nécessaire au financement des COGES, résultant justement de sa suppression. Alors le complément budgétaire couvre la partie en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves, ainsi que les dépenses d'urgence secondaires. Donc voilà, c'est fait, on l'a demandé, on attendait que ça vienne, ça avait été annoncé, c'est acté.
Ok, bonne nouvelle. On poursuit avec une autre bonne nouvelle, celle de la remise en liberté du président du FPI, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Eh oui, la nouvelle est donc tombée. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan a été remis en liberté, mais provisoire, car c'est important de le dire, il est en liberté provisoire. Il a été présenté à un juge d'instruction donc aujourd'hui, précisément devant le juge d'instruction au 9e cabinet à Angré, à la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. C'était la deuxième fois que l'opposant était présenté au juge d'instruction depuis son arrestation dans la nuit du 6 au 7 décembre 2020. On le voit très, on va dire, très transformé. Il a pris un peu de poids, mais surtout beaucoup de sel dans le poivre. Beaucoup de sel dans le poivre, en tout cas. Après 5 heures d'audition, donc Pascal Affi-N'Guessan a été remis en liberté provisoire par la justice ivoirienne. Il sera néanmoins soumis à un contrôle judiciaire. Le président Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien reste cependant poursuivi pour atteinte à l'autorité de l'État, à la différence donc d'autres personnalités incarcérées dans le cadre de ces enquêtes en cours concernant la crise électorale 2020. Pascal Affi-N'Guessan n'était pas détenu à la Maca, faut-il le rappeler, il était plutôt mis à l'isolement dans le quartier de Cocody à Abidjan. Et cette remise en liberté, oui. Parce que j'ai envie de dire, maintenant on le sait. Et surtout, c'était si proche. C'était si proche. Si vous le saviez, qu'est-ce que vous saviez? Non, mais je sais pas, j'avais l'impression, quand on n'a pas de nouvelles, on imagine que c'est toujours très loin. Très loin, et Exactement, puis, je comprends. waouh. Mais bon, c'est quand même encore un peu flou, hein, mais on ne va pas forcément donner aussi l'indication précise du lieu de détention. Mais voilà, on sait aujourd'hui que c'était dans le quartier de Cocody à Abidjan. Donc cette remise en liberté souffle un vent d'espoir, on va dire, puisqu'elle intervient au lendemain de la clôture de la 3e phase du dialogue politique sanctionné par un rapport final dont nous parlera, je pense bien, Madame Bleu, lequel rapport final recommande entre autres, et je cite, avant la tenue des élections législatives, la mise en œuvre de mesures qui concourent à l'apaisement de l'environnement politique, et je pense que c'en est une, c'est même une très grande, à moyen long terme, la prise de mesures en faveur des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010, au terme des procédures judiciaires en cours. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on sent déjà qu'il y a des résultats concrets et probants de ce dialogue-là. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Oui. Voilà. Oui. Chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a des avancées. En tout cas, on imagine le bonheur de sa famille, surtout Exactement, de sa surtout, femme, ouais, de sa famille. Cette période, surtout. Exactement. Ouais. Et on recevait son avocat, l'un de ses avocats sur ce plateau, qui espérait, dans ses propos en tout cas, un règlement, on va dire, politique du cas de monsieur Affi-N'Guessan. Je pense qu'il était un peu au fait de ce qui allait arriver. Et tu t'étais même étonné du fait qu'ils disent que la politique est au-dessus du droit. Et là, on lui a sorti le politico. En latin, oui. Oui, non, mais après, c'est toujours discutable, hein, mais bon. On me pose encore des questions, mais là, on est tous contents, en tout cas, et je pense qu'on a bien compris, comme Madame Bleu venait de dire, ce que l'avocat de très cher monsieur Affi-N'Guessan semblait vouloir nous expliquer. Voilà. Très bien. Et puis, de ce dialogue politique-là, il en est question, ou il en était question, en tout cas, les travaux, en tout cas, ont débouché à des engagements pris par les partis. Je pense que cette libération-là peut être inclue dans les engagements pris. Effectivement, elle peut être incluse. Elle est incluse. Elle est incluse, oui, effectivement. Donc, on rappelle que la session du dialogue politique... Cette phrase. Oui, bon. Cette libération, d'accord. Incluse. La session du dialogue politique, donc, qui était prévue du lundi 21 décembre au mardi 29 décembre, donc, a été conduite par le Premier ministre Affi-N'Guessan, avec la présence... le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'ex-Premier ministre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui. Bien sûr. Vous allez me laisser terminer, merci beaucoup. Avec 14 partis politiques et 16 organisations de la société civile donc, qui ont participé à cet échange. Et à l'issue de cette rencontre, un rapport a sanctionné la fin des travaux. Donc on va retenir entre autres les points qui ont été soulevés. L'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission électorale indépendante, conformément aux recommandations de la CEDEAO sans préjudice de l'équilibre de celle-ci, l'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis, la poursuite des discussions à haut niveau entre le président de la République et le président du PDCI,
La libération, on en a parlé, la libération des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010. Donc notamment, on a, je pense, déjà une première avancée avec la libération de M. Afin Guessant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bleu. Mais il faut rappeler également que, malheureusement, sur 6, en tout cas, membres de cette coalition, 3 sont farouchement opposés encore à ce dialogue. On a vu notamment sur les réseaux sociaux Dr Paul Agoubli de Leader qui critique la stratégie de l'opposition dans ce dialogue. Donc on sent encore qu'il y a des dissensions, même à l'intérieur de l'opposition. Oui, sans compter que ce rapport n'a pas été signé de tous. Hein. Effectivement. Je pense qu'il y a notamment Henri Conan-Bédier, notamment l'EDS aussi, Oui. qui attendent de voir tout ce qui a été annoncé. En fait, ils disent réserver leur signature tant que certains points n'auront pas été éclaircis, dont notamment, on a parlé de la réforme encore de la CEI et la révision du découpage de la carte électorale. D'accord. Bon, les tractations vont bon train. Voilà, elles se poursuivent. Ça fait plaisir de les voir autour de la table de discussion déjà. Ça prouve que bon, on a quand même avancé en ce qui concerne ce jeu démocratique et politique dont on parle et qu'on avait souhaité voir venir même bien avant que ça se gâte. Mais bon, il n'est jamais tard pour bien faire, donc ça fait vraiment plaisir de les voir tous autour d'une table de discussion, parce que je pense que c'était le fondement même de la politique du père fondateur de cette nation, Félix Houphouët-Boigny. Asseyons-nous et discutons, il n'y a pas de problème sans solution. Et ce qui est bien, c'est justement cette armoiries-là qu'on aperçoit sur les tablettes. Ils sont tous autour, quand on voit l'image, ils sont tous autour de la table, avec sur leur tablette voilà, l'image de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire-là, pour dire nous sommes ici pour sauver cette Côte d'Ivoire-là, pour cette Côte d'Ivoire. Comme le dit souvent aussi André Côte d'Ivoire, comme on l'aime à l'appeler, oui, discutons de découpage de la carte électorale, de commission électorale et ce genre de choses, mais discutons également, en tout cas pour les prochains échanges, des problèmes qui concernent les Ivoiriens, des réalités des Ivoiriens. S'il faut en venir à se tenir le col, qu'il faut le faire pour lutter contre le chômage, ce genre de problèmes qui nous concernent. Oui, oui, sortons de la politique politicienne, c'est vrai, mais il y a quand même une grosse fracture au niveau de la politique politicienne qu'il faille régler avant, je pense, de s'accorder pour aller maintenant affronter les problèmes des Ivoiriens. Je pense que donc ce serait bien que ça se fasse beaucoup plus vite. Ou même que ce soit concomitant. Que ça se fasse concomitamment. Oui, que l'intérêt général de la nation prime, mais vous connaissez très bien cette nation dans laquelle nous vivons et on connaît les blessures des Ivoiriens et notamment cette fracture du tissu social. La politique a 90% sa part de responsabilité, je veux dire. Donc autant que cette politique-là s'unisse avant de jeter le regard sur les problèmes des Ivoiriens. Donc on va souhaiter que cela se fasse bien vite. On espère que cette fois sera la bonne. Voilà, c'est ça. Il faut que ce qui les oppose soit basé sur des projets de société et non, comme tu le dis, sur en tout cas, soit moins fort que ce qui nous rassemble. Ce que je trouve beau, c'est cette belle manière, en tout cas, de clôturer l'année 2020, qui était une année éprouvante pour beaucoup, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la pandémie ou au niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est beau de voir ce genre d'image et ça donne de l'espoir pour 2021. Très bien, le Live Talk se poursuit sur Live TV et c'est l'heure de l'invité du talk. Notre invité est Cabran Apia, je rappelle, il est le président de la Ligue des mouvements pour le progrès. Bonsoir Monsieur Cabran. Bonsoir. Content de vous revoir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Monsieur Cabran Apia, vous êtes un acteur de la vie politique. Vous avez marqué donc la vie politique en Côte d'Ivoire. Et puis, on vous reçoit ce soir. Nous nous sommes posé la question, savoir ce que vous pensez un tout petit peu de ce dialogue qui a été initié depuis le 21 décembre avec les partis, entre le gouvernement et les partis d'opposition. Quel est votre regard, quelle est votre appréciation de ce dialogue-là déjà? On ne peut qu'apprécier dans le bon sens ce dialogue, puisque nous sommes à la Ligue des mouvements pour le progrès, parmi ceux qui ont le plus appelé à discuter. Et discuter, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en politique. On finit toujours par cela. Toutes les confrontations finissent toujours autour de la table, quelle qu'elle soit. Dans l'histoire, vous n'avez qu'à regarder, les pires ennemis se sont toujours assis. Les plus grandes conflagrations qu'on ait connues dans le monde. Ils ont fini par s'asseoir. Et nous n'avons eu de cesse, depuis le lendemain de la crise post-électorale de 2010, d'appeler
à la discussion. Et la Ligue des mouvements pour le progrès, qui est née à cette époque d'ailleurs, elle est née un peu pour cela. Son premier objectif, c'était de contribuer à remembrer le champ politique, faire en sorte que les gens se parlent. Là où on se parle, on ne se bat pas, par définition. Et nous avons contribué, je ne veux pas nous jeter la fleur, j'imagine que ce n'est pas pour cela que vous m'avez invité, mais encore qu'on ne le dit pas assez. Que des gens qui sont sortis de prison, dont les maisons ont été libérées, qui peuvent parler aujourd'hui tranquillement, bon, c'est un peu ce que nous avons fait. D'accord. Et vous étiez confiant, en tout cas, de cette issue politique en termes de discussion, de dialogue, avec tout ce qu'on a connu pendant cette période électorale? Est-ce que vous étiez confiant? Le plus important, c'est le chemin. C'est plus le chemin que le résultat. Vous savez bien qu'en politique, on n'est jamais satisfait du résultat. Et pas plus aujourd'hui que hier. Je ne peux dire que je suis satisfait du résultat. Vous savez qu'on est sorti de la table de discussion la dernière fois. Je ne vais pas rappeler des épisodes tragiques. Le Premier ministre de l'époque, nous nous sommes séparés sur 40 points de divergence. C'est même moi qui les ai rappelés. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on a eu quelques points de divergence, mais qui sont très loin. Nous sommes loin du compte. Parce que à la Ligue des mouvements pour le progrès, et pour moi-même, Cabran Apia, j'ai une vision systémique de ce que c'est qu'un pays. Parce que tout cela a un but. Construire un État moderne comme outil pour prendre en charge le développement, pour adresser efficacement les questions majeures qui ne sont pas les questions politiques. Ce n'est pas important de savoir si Apia va devenir président ou député ou maire. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est de savoir si nous adressons les questions de fond. Les gens ont faim, ils sont malades. Nous avons des problèmes d'éducation, d'infrastructure, d'investissement pour l'avenir, d'insertion dans le monde du futur. Avec quoi voulez-vous faire ça? C'est un État moderne ou un État failli? C'est ça le choix. Il y a des États aujourd'hui, je ne veux pas faire d'incident diplomatique. Vous avez des pays, géographiquement ça existe, mais il n'y a pas d'État. Vous voyez? C'est ce qui fait que la moindre crise grave prospère facilement. Sur ce plateau, tout à l'heure, nous avions un petit débat à propos de qui devait d'abord se réconcilier. Est-ce que c'était les politiques avant la population avant la politique, les politiques, ou les priorités étaient ailleurs? Comment vous positionnez selon vous? Vous savez, la réconciliation, c'est un faux débat. Je vais vous surprendre en vous disant cela. C'est un peu comme pour le chômage, l'emploi. Vous voyez, tous les gouvernements font assaut d'efficacité. J'ai créé 1000 emplois, j'ai créé 2 millions. C'est un faux débat. On n'y reviendra peut-être pas ce soir, hein, un jour. Le plus important, c'est les revenus. Mais enfin, comme pour ce débat-là, il y en a quelques-uns qui sont faux. La réconciliation, c'est un résultat. On ne va pas appuyer un bouton magique pour dire... C'est un processus d'abord, la réconciliation. Oui, voilà. Le processus est plus important que le résultat. Parce que le résultat, vous n'allez même pas vous en apercevoir. Vous voyez, il faut construire la paix, la cessation de la belligérance, ramener le champ politique dans le champ normal de la compétition intellectuelle. Quand j'étais étudiant, nos armes, c'était les tracts. Nous écrivions des choses sur le président Houphouët et son gouvernement. Il ne serait jamais venu à l'idée de lancer des cailloux, encore moins des machettes. Vous savez, tout cela a été introduit dans ce pays, et hélas. Et donc c'est de ça. Nous avons besoin de conquérir d'abord le fonctionnement normal de la politique. Est-ce qu'on est en bonne voie? Bon, je vous renvoie la question, vous êtes des observateurs vigilants? Non, parce que le fond de ma question est justement, est-ce qu'on se retrouvera encore, je veux dire, à l'issue de ces dialogues-là, dans un dialogue un peu avorté qui ne mène pas à des résultats palpables, ou est-ce que vous pensez qu'on est en voie d'avoir des résultats palpables par la population? Je vais mettre le doigt sur le mal, la profondeur du mal. Ça ne vient pas du fait qu'on ne s'entende pas, c'est pourquoi on ne peut pas s'entendre. Parce que les uns comme les autres ont une conception de la politique qui est une conception patrimoniale. On est d'accord avec la loi, non pas la loi telle que nous l'a appris à l'école, qui est d'égale humeur pour tous, qui construit pour tous. Dura lex sed lex, on dit les latins. La loi, c'est la règle qui, pour soi-même, celle qui nous produit les meilleurs intérêts. Celui qui est au pouvoir, bon, il veut y rester à tout prix, même s'il a tort d'y rester. Les élections sont définies, la démocratie est définie dans tous les grands ouvrages comme étant le pouvoir du peuple, pas le peuple, etc. Moi, je vais proposer qu'elle soit, que le fait démocratique, c'est le fait du risque d'alternance.
il y a démocratie quand il y a un vrai risque d'alternance. Parce que la démocratie doit être détersive de nos contradictions, elle doit les absorber. Elle doit être capable, là où j'ai une chance de vous remplacer. Pourquoi est-ce que je vais tirer sur vous à coups de fusil? Vous voyez? Donc, tant qu'on aura cette mentalité patrimoniale où chacun va à la discussion, pas pour construire un système, un État moderne, chercher le critère standard, au standard mondial, c'est-à-dire faire en sorte qu'on respecte le pays. Est-ce que vous mettez du doigt, vous pointez le doigt sur la démocratie ethnique certains observateurs oui, parlent? C'est tout cela. Alors, vous voyez, donc, là, vous touchez du doigt les travers les plus exécrables. L'unité de la colonisation aussi. Oui, le colonisateur a fait ce qu'il devait faire. Il a bien fait son boulot. Le colonisateur avait un objectif, c'était la prédation de nos richesses, le cantonnement des libertés. Et son but, ce n'était pas de créer un État moderne. Ils s'en fichent complètement, et c'est leur droit. Ce n'est pas à eux de définir tout ça pour nous. Qu'est-ce que nous voulions, nous? C'est ça la question. Je vous dis, quand nous sommes affrontés au président Houphouët, c'était avec des programmes. Nous proposions des programmes alternatifs. Si vous lisez les programmes de l'époque, bon, ils valent ce qu'ils valent, hein, mais nous proposions une vision nouvelle. Aujourd'hui, regardez à quel point le débat politique est totalement étranger aux préoccupations des Ivoiriens. Manger, se vêtir, nourrir, aller à l'école, ça ne les intéresse pas, ces messieurs. Est-ce que c'est si important que ça qu'un tel ou un tel soit président, de vous à moi? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été... Visiblement oui, parce que si aujourd'hui on se rend bien compte que des personnes vont encore se battre ou casser des choses, c'est peut-être parce qu'elles sont dans la dynamique que vous présentez. Hélas, hélas. Et si on ne fait pas en sorte que faire de la politique devienne quelque chose de vertueux, non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de prêcher. Mais quand vous dites si on ne fait pas en sorte, j'aime bien le « on ». Ce « on » là désigne qui? Ça désigne les hommes politiques au nombre desquels je figure, hélas. Je ne veux pas m'exclure de là. Je suis dedans, c'est vrai. Et je dois vous dire que j'ai participé à pas mal de négociations depuis l'avènement des crises, à partir de 2000, on va dire surtout. Mais tout a commencé avec le coup d'État de 99. J'étais en plein milieu dans la construction de la transition. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais enfin, on a rédigé pas mal de documents, y compris cette constitution, avec quelques-uns qui se reconnaîtront dans ces propos que je tiens. Notre but à l'époque, quand nous avons dirigé la CCCE, ce n'était pas de créer des règles pour nous-mêmes. C'était de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution. Je ne dis pas qu'on n'était pas animé de passion, hein, bien sûr, mais nous avions quelque part aussi la passion de faire en sorte de créer un État au standard mondial. Il faut que des élections en Côte d'Ivoire ressemblent au monde, que les gens nous respectent. Le seul que j'ai vu, est-ce que je n'exagère pas en disant cela? Bon, allez, je l'avoue, peut-être que j'ai un faible, c'est vrai, pour lui, c'est Gbagbo Laurent, qui a été capable d'organiser des élections en acceptant, en supportant tranquillement que la commission électorale soit aux mains de ses adversaires. Ils ne se sont même pas aperçus du caractère grotesque du fait que tout le gouvernement leur appartienne, que la commission électorale leur appartienne. S'il n'y avait pas tant de morts, on pourrait en rire de voir que les gens, aujourd'hui, ne sont même pas aperçus, ils n'ont même pas l'élégance de reconnaître qu'on leur a donné les choses. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Justement, parce que c'est la question que j'allais poser. Comment vous appréciez? Est-ce que vous considérez que c'est ça qui est le problème aujourd'hui? Non, le problème, c'est ça. C'est le patriotisme de parti. C'est cela. Le patriotisme de parti. Faire en sorte que toujours ne triomphe que son propre point de vue. Justement, pour essayer de recentrer un peu ce débat, vous sortez à peine de cette table de discussion-là et on vous assure la nôtre. On a juste envie de savoir, on a entendu tout ce que vous venez de dire, hein, quels sont les vrais points de discorde autour de cette table? Quels sont les points qui ont vraiment été compliqués et qui mettent les uns et les autres dans la réticence et dans le manque de confiance? Le principal point de discorde, c'est la volonté du pouvoir de se maintenir à tout prix. Est-ce qu'on est encore sur cette table de discussion dans le non au troisième mandat? Je n'en ai pas entendu parler de cela. Je crois que c'est une question qui est derrière nous un peu. Justement, mais quand vous dites de se maintenir au pouvoir, c'est bien que vous puissiez éclairer votre point de vue. Non, je veux dire, si on veut revenir 2 secondes sur cette question. Vous voyez, les juristes n'ont pas eu de mal à se parler, les vrais juristes. Je ne parle pas de propagandistes.
je parle de ceux qui sont attentifs à la qualité du discours juridique, qui ne peut pas se soustraire de la ratio legis. Le droit comporte une logique. Vous savez, c'est comme une partition de musique. Le droit est beau à écouter et à voir. Moi, je suis un passionné de droit, vous savez bien, très bien. On a été tellement loin. Il y a des concepts étonnants qui ont été promus. Et j'avoue que j'en ai été très triste pour le pays. Que la République serait évanescente. Et que les critères dépendraient de l'urgence. Ouais, vous comprenez, je dis des choses peut-être que ne comprendraient que les juristes. Mais bon, 2 secondes rapidement, passons dessus. Puisque le plus important là, ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs ont accepté de s'asseoir, qu'il y a un minimum, d'accord, pour aller aux élections. Apparemment, ceux dont on avait le plus à redouter disent vouloir aller aux élections sans condition. Bon, j'ai posé une question un peu, on va dire, provocatrice. Est-il mieux d'aller aux élections sans condition que d'aller aux élections en négociant des conditions compte tenu des rapports de force? Bon, c'est ce que nous avons fait en 2012. Vous voyez, bon, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Notre but, ce n'était pas de parvenir à l'objectif d'imposer au pouvoir qui bénéficie des rapports de force nos points de vue. C'était d'aboutir à définir un minimum de règles garantir au standard des meilleures démocraties. Ok. Premier Oui, point mais de quand vue on autour regarde- de cette table-là, le pouvoir veut se maintenir. C'est ce que vous avez dit. Alors, c'est tragique. Ce pouvoir, si je ne veux pas leur jeter la pierre, ils ne sont pas les seuls dans le genre. Hein. C'est une maladie congénitale, la politique en Afrique. Le deuxième point. Alors, c'est ça. J'ai envie de dire que tout le monde a envie de se maintenir. À un Voilà, moment donné, au pouvoir. c'est cela le vrai problème. Alors, ça commence d'abord par la gouvernance des élections. Leur premier objectif, c'est s'approprier les organes des élections. Le premier objectif de tout ce monde-là, c'est ça. On a créé en 2000, après des débats, mais longs, nous avions des débats jusqu'à 4 heures du matin. L'idée, vous savez, l'idée de la commission électorale indépendante, c'est nous qui l'avons inventée. Nous, les hommes de gauche, enfin, c'était un peu maladroit de dire ça, mais enfin, bon, les hommes socialistes, on va dire ça, à l'époque. Nous étions un peu des rêveurs, on avait une vision chevaleresque des pays, on rêvait un peu. J'ai la nostalgie de cette époque-là, vous savez. On ne réfléchissait pas à nos intérêts. On dit, il faut qu'il y ait des gens indépendants qui disent qu'un tel a gagné, un tel a gagné. Mais tout le monde, après ça, a travaillé pour la rendre non indépendante. C'est extraordinaire. On a créé une commission, l'idée de la commission indépendante, que tout le monde a travaillé à rendre non indépendante. Pourtant, les choix possibles existent. La LMP a proposé à cette table de négociation, dès que ça a commencé, de définir pédagogiquement ce qu'il s'agissait de régler. Soit on crée une commission professionnelle, le modèle existe, soit par appel d'offres, soit en investissant notre crédit il y a des gens dans un pays qui bénéficient du crédit national. Oui. Il y a des Exactement. préfets, magistrats, etc. Bon, c'est institutionnel. Quand on est un État moderne, bon, soit on crée une commission politique, d'accord, et puis les politiques sont parfaitement face à face dans un jeu où le contradictoire, comme la concurrence pour le marché, produit l'effet d'indépendance. Vous voyez un peu le... Bon, c'est trop sophistiqué. C'est très beau, hein, je m'apprête à dire, c'est très beau, mais... Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est ça la Mais question. personne, je vais vous dire, ma grande tristesse, c'est que aussi bien nos amis que nos adversaires, que même vous les journalistes, personne n'a capté. Nous avions l'air d'être nous sommes un peu des, comment dire ça, des gens qui parlent de choses irréalistes. Des utopistes. Exactement. Utopiste, j'aime bien le mot. Parce que sans utopie, on n'arrivera à rien du tout. Mais surtout des vendeurs d'illusions, c'est ça? Mais au regard de tout ce que vous dites, est-ce que finalement les hommes politiques qui sont assis à cette table de discussion veulent vraiment une vraie paix durable? Est-ce qu'ils sont dans cette posture? Ou est-ce que c'est un dialogue pour dialoguer? Je vais vous dire, je comprends la désaffection des Ivoiriens pour la politique. Je n'encourage pas ça, bien sûr, mais je la comprends. Parce que qu'est-ce que c'est que cette activité qui coûte si cher en vie humaine? Mais c'est ça, parce que longtemps on a fustigé nos acteurs politiques, on les a accusés d'être à la base de tous les maux dont souffre aujourd'hui la Côte d'Ivoire.
Oui, Les mais gens se sont- aujourd'hui, assis à la table de dialogue, est-ce qu'ils sont dans cette posture pour aller vers une paix durable? Non, c'est une discussion parfois de chiffonnier, j'avoue. C'est triste. Jusqu'à une époque récente, je ne veux pas trahir le secret, mais même jusqu'à une époque récente. Je regarde ça avec beaucoup de tristesse. Pourtant, il suffit de très peu de choses pour que nous acceptions la compétition. Parce que si nous voulons des élections, il faut bien accepter la compétition. Vous comprenez? Alors, tout à l'heure, je disais, on aime tous se maintenir au pouvoir. Le jeu politique veut que chacun puisse avoir le pouvoir le plus longtemps possible. Maintenant, c'est peut-être de se maintenir à n'importe les quel prix. écrits de la Constitution. Oui, Voilà. c'est normal que les gens veuillent le pouvoir. C'est la fonction des partis politiques. Mais vous voulez le pouvoir, c'est normal, mais le pouvoir que détient le peuple, qui doit être éclairé. Vous savez, nous avons, mes camarades et moi, créé un parti citoyen qui s'appelle le MNC, Mouvement National Citoyen. Pourquoi? On m'a posé la question à l'époque, en 2005, quand nous sommes sortis. C'est quoi le citoyen? Eh bien, le citoyen, c'est l'être concret. J'ai résumé ça par une formule un peu au ras des pâquerettes. C'est celui qui paie les factures, tout simplement. Si vous n'avez pas une politique qui adresse ces problèmes, donc ça ne sert à rien, votre politique n'est pas pertinente. Alors, le bonheur de l'homme ivoirien, éthéré et désincarné, on peut dire ce qu'on veut de lui. Si les gens s'occupaient un peu de l'homme concret ivoirien, et l'homme concret ivoirien veut une chose, la paix. J'ai dit, mes amis, je les connais tous, les hommes du parti au pouvoir, j'ai beaucoup d'amis partout. Moi, je cultive cette amitié parce que ça permet de parler. Je leur ai dit, laissons tomber la recherche, la réconciliation. Laissons tomber cela. Fabriquons la paix. Fabriquons un système de fonctionnement institutionnel qui produit la réconciliation. Le respect de la loi, le fonctionnement équitable des institutions. Bref, un système, comme j'en rêve en tant que consultant, c'est un peu mon métier après, un système self-executing. Quelque chose qui, par son mécanisme propre, génère. Est-ce que vous pensez qu'il pourra suffire à panser les plaies? Oui, à la longue, oui, bien sûr, il y a des mesures à prendre. C'est évident. Parce que ceux qui disent il ne faut pas faire pas d'impunité, je suis d'accord avec eux. Je suis le rédacteur de toutes les lois d'amnistie en dehors de celles de Ouattara. Pourquoi? Toutes celles-là. Non, celles qui sont passées, on a fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit ces lois-là à la demande du gouvernement à l'époque, sous diverses casquettes. Mais je vais dire que quand on amnistie tout le monde. Quand on juge tout le monde. Parce que, je veux dire, la fonction réparatrice du jugement, des procès et tout cela, c'est qu'elles doivent être à équidistance de tout le monde. Duralex sed lex. La justice des vainqueurs, ça ne va pas créer la paix. Alors, pour en revenir justement à cette table de discussion en ce moment, pour ce dialogue politique, il est demandé par l'opposition la libération de certaines personnes incarcérées après les élections 2020, mais on a retenu également à la sortie, après ces travaux, qu'il faille maintenir toutes les poursuites judiciaires en cours. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction à ce niveau-là? De toute façon, les poursuites judiciaires qui sont engagées normalement doivent suivre leur cours. Le cours de ces poursuites, c'est la libération de Afin Guessan, aujourd'hui. Vous comprenez? Afin Guessan n'a pas été libéré au hasard, il a été libéré il a été placé sous... Vous pensez que c'est le droit qui a permis à ce qu'on libère Afin Guessan ou c'est le politique? Mais bien sûr, qui oui, a il usé y a du les droit? deux. J'ai bien aimé l'adresse faite par le président Afin Guessan à sa sortie, où il a remercié toute la classe politique. Parce qu'il a bien fallu des gens pour parler, y compris dans le secret. Toutes ces choses-là ne sont pas efficaces si elles sont sur la place publique, croyez-moi. Lui, il a bien compris depuis le début. Ça faisait 2 fois que nous faisions ces choses-là, en faveur d'Afi d'ailleurs. Donc il a compris le rôle du politique. Attention, ce n'est pas malsain que le politique pousse à des choses qui apaisent la société, parce que la fonction du politique, c'est cela. C'est malsain que le politique, je dirais, donne des instructions à la justice. Se substitue souvent là. Se substitue à la justice. Ça, oui, ça c'est malsain. Vous comprenez bien. Que le politique soit au-dessus de la justice? Oui, le politique au-dessus, je ne dirais pas cela. L'exécutif, puisque si on doit parler en termes constitutionnels, est un pouvoir, et désormais dans notre constitution, depuis 2000 d'ailleurs, la justice est un pouvoir. Il n'est pas interdit qu'il y ait des interactions. D'ailleurs, c'est prévu, les mécanismes sont prévus. Ce n'est pas le biais du parquet.
Hein, quand on veut parler, quand l'exécutif veut parler au judiciaire, il passe par le parquet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon que ce soit passé par la justice. On aurait pu faire, je ne veux pas faire le conflit du non-respect des formes, etc. Les privilèges de la fille n'ont pas été respectés. Bon. Je retiens pour l'essentiel qu'il est sorti de prison. C'était ça l'objectif. Maintenant, regardons ensemble, cela dit. Comment faire en sorte qu'on n'en arrive plus à devoir mettre des gens en prison, ou à les mettre en prison, ou à faire en sorte qu'ils se fâchent de telle sorte qu'ils fassent des choses qu'on les met... Enfin, oui, vous comprenez? C'est cela le but. Mais déjà, dans la continuité du dialogue qui est entamé, est-ce que justement ce geste ou cet objectif atteint, donc la libération d'Afin Guessant, pourrait, on va dire, pousser la plateforme de l'opposition à revoir sa décision, ses positions dans la signature des contrats, des rapports, pardon, Je vais noter ce qui est du positif. dialogue? Je vais noter ce qui est positif. D'abord, ce qui est positif, c'est que l'opposition dans son ensemble est venue à ce dialogue. Ce n'était pas gagné. Tout le monde s'est retrouvé autour de la table. Pas toute l'opposition. Aussi, Le leader était présent. toute l'opposition était là, Ok. sous toutes les formes, disons, Possible. requises. On va dire ça comme ça. Elle était là. Personne n'était absent. Je n'ai pas entendu d'objection particulière sur l'accord minimum que nous avons eu. Je vous ai dit, je suis un de ceux qui en sont insatisfaits. Mais j'ai une insatisfaction intellectuelle. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Est-ce qu'on peut en juger? Est-ce qu'on peut dire que la Oui. confiance Oui. est de retour? Non, ce n'est pas nécessaire d'avoir la confiance. Là aussi, je vais vous étonner. Moi, je ne fais confiance à personne, à plus de 50%. C'est ma nature. Voyez. Peut-être que c'est une déformation professionnelle aussi, hein, en tant qu'avocat. Je n'ai confiance en personne. J'ai des accords avec les gens. Et puis je surveille leur exécution. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir... nous sommes trop affectifs, nous les Africains. On cherche toujours à aimer, à détester. Mais pourquoi? Non, ce n'est pas nécessaire. Pour pouvoir se parler, on passe un bon accord. Est-ce que Serge veut dire, par exemple, c'est que pour pouvoir se parler, il faut peut-être que les gens aient eu un minimum de confiance les uns vis-à-vis des autres, envers les autres. Si la confiance existe, tant mieux. Oui, pour ceux pour qui j'ai confiance à plus de 50%. Oui, c'est tant mieux. Mais pour les autres, je ne dis pas tant pis. Vous comprenez? Je parle avec tout le monde. C'est ce qui explique ces réserves-là au bien niveau de la signature de ces travaux à la fin de ce... Je ne veux pas parler à leur place. Ceux qui ont fait des réserves, ils seraient mieux placés que moi pour en faire, pour expliquer leurs réserves. Moi, je suis allé à cet accord, à cette table de discussion, pas dans l'espoir que nous nous entendrions parfaitement sur tout. Le plus important, c'est, qu'on soit tous là. 2, qu'on ait un minimum d'accords qui permettent de refaire partie la machine institutionnelle. Où est-ce que nous en sommes concrètement aujourd'hui par rapport à ces législatives? Et surtout, quelle est la prochaine étape? Concrètement, bien avant qu'on aille en réunion, vous avez entendu certains leaders, et non des moindres, dire qu'ils allaient aux élections. Monsieur Cabran, encore une fois, merci d'être avec nous sur ce plateau. Madame Bleu, avant la pause, se posait la question. On a discuté, on a des avancées. C'est quoi la suite? Et je voudrais reprendre rapidement les propos d'Adama Bictogo, qui, à l'issue du dialogue, disait « La plateforme de l'opposition a des réserves, mais ne s'est pas retirée du dialogue. C'est une dynamique. » Alors, c'est quoi la prochaine étape à l'issue de ces échanges? La prochaine étape, c'est déjà d'appliquer ce qui a été, le minimum qui a été convenu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez vu applaudir le geste, on va dire, parce qu'on n'est pas dupe. Bon, bien sûr, la justice a fonctionné, mais bon, c'est dans certain esprit. Afin Guessant a été libéré, même à moitié, mais enfin, il est libéré. Il est chez lui, libre ce soir. C'est une bonne chose. La suite est à venir. Il reste à libérer non pas seulement un leader par-ci, par-là, on va libérer les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été capturés, hein, je pèse bien mes mots, chez eux, pas sur les faits. Bon, voilà. Toutes ces personnes qui ont été simplement emprisonnées sur un soupçon, sur une délation, bon, il faut les libérer. Moi, je plaide pour cela. Faites exprès de dire capturer? Oui, non, mais je pèse mes mots. Hein, je veux dire, c'est la vérité, quoi. Sans polémique. Mais bon. C'est un peu provocateur. Vous savez, on a tous été. C'est un peu provocateur. On a tous gouverné dans ce pays. Chacun à son tour. Voilà, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Dans le feu de l'action, bon, il y a des choses qu'on fait. Vous avez des choses à vous reprocher? On doit raisonnablement avoir des choses à se reprocher quand on a gouverné. Ok.
je pense. Et le tout est de penser bien faire, parce que c'est ça le but. Et donc, moi je dis, tous ceux-là, il faut créer une dynamique, non pas de la libération tous azimuts des gens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Des amnisties? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes les premiers à avoir parlé d'amnistie en 2011. Elles ont toujours été faites de façon discutable. Et je vous dis, sans me vanter, je suis le rédacteur de toutes les lois d'amnistie à l'époque de Gbagbo. Ça fait la troisième fois que vous dites je ne me jette pas de fleurs, mais... Non, mais, Ok. mais Ça, fait. parce que je me suis aperçu que si on ne dit pas certaines choses, Oui. personne ne le dit et les gens finissent par traverser l'histoire. C'est pour ça que j'en parle. Si je vous parle du rôle de la LMP, vous voyez, vous ne m'avez pas souvent vu sur les plateaux de télé parler de cela. J'ai vu mon... Nous apprêtons à vous poser cette question-là, mais finissez déjà ce propos et puis je reviens à la question. Voilà, je veux dire que si je souhaite qu'on libère, c'est parce que ça va créer l'environnement et la fameuse dynamique dont parle Adama Bitogo. Je note qu'il parle de la dynamique. Bon, la dynamique, c'est celle de la paix, dont nous espérons la réconciliation ensuite. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo favoriserait cette même dynamique? Absolument. Ça fait partie, le retour de Gbagbo Laurent, comme de Blé Goudé, de tant d'autres qui sont en exil. Mais lui, c'est une figure symbolique. Contribuera nécessairement à cette dynamique. Comment vous vous préparez, vous et votre parti, pour les législatives? Est-ce que vous y allez? Oui, on y va. Et je sors d'une réunion, justement, où on recense nos capacités, les prétentions, les arbitres. On a un regard en réserve sur les possibles accords avec d'autres partis dans certaines régions. Vous comptez présenter combien de candidats? Bon, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Mais je peux vous le dire sans aucun... Je peux confesser qu'on n'aura pas les candidats partout. Nous sommes un tout petit parti. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est en train de se faire autour de cette table de discussion post-crise électorale, en tout cas après ces élections-là, est-ce qu'on n'a pas le sentiment des fois de se dire mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi on ne peut pas faire l'économie de tant de drames? Mais c'est exactement ce que la LMP a toujours dit. Si vous suivez l'actualité, vous verrez bien que nous avons toujours dit cela. Pourquoi ne pas faire... J'avais Koulibaly est venu sur votre plateau, je crois, enfin, je ne sais plus, pour le dire. Faisons l'économie des drames. Ils ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire que des gens meurent dans la rue. Ce n'est pas nécessaire. Mais au-delà de ça, la discussion est ouverte. On voit bien tous les préalables que pose la plateforme de l'opposition. Est-ce que cette plateforme a quand même le sentiment que le gouvernement fait beaucoup d'efforts? Quand on regarde certains préalables, on voit qu'il y a eu réponse. Je ne veux pas parler à leur place. Je ne suis pas membre de cette plateforme. Enfin, j'ai été membre. Et puis après, je n'étais plus membre. Et puis après, bon, C'est assez complexe. nous n'avons pas peu contribué. Est-ce que vous avez ce sentiment? En même temps, justement, le fait d'y avoir été, de ne plus faire partie, après de revenir, justement, à un moment donné, pour parler de l'opposition, on va déjà répondre à la question de Parce que vous Rihanna. avez participé à Voilà. ces discussions, donc vous avez un sentiment bien sûr, personnel. bien sûr, Justement, sans forcément parler à leur place, vous en tant qu'observateur, comment vous appréciez les gestes des uns et des autres? Est-ce que vous sentez que les uns, avec leur préalable, reconnaissent un tout petit peu qu'en face, les autres font des efforts? Est-ce que vous avez bon espoir, en gros? Oui, j'ai bon espoir. Pourquoi? Parce que Ça s'appelle une question groupée ici, en fait. oui, non, mais ça se ramène au même. C'est-à-dire que je ne veux pas prédire ce que les gens vont faire. Parce que, je veux dire, ça leur appartient. Et je veux respecter cela. Parce que c'est ce que je reproche à certaines personnes, de vouloir mettre notre pensée sous tutelle. Si je ne suis pas membre des grandes plateformes, etc., c'est parce que je tiens à l'indépendance de la LMP. Et je tiens à mon indépendance personnelle. C'est une chose que personne ne m'arrachera. Voilà. Okay. Voilà. Mais j'imagine que des partis politiques qui ont une entreprise aussi, on va dire, ambitieuse, pour ne pas dire plus, ne vont pas aussi vite abandonner leurs prétentions. Bon, nous sommes dans une période de turbulence, où chacun veut gagner un peu plus, où on fait un peu de surenchère. Vous savez, les discussions ont lieu à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux même parfois occultes qui ne nous ont pas donné de voix à chacun d'entre nous. Laissons tout cela tourner.
Et ce que j'espère, moi, c'est que tout cela aboutisse. Alors justement, parlons un tout petit peu de l'opposition. Aujourd'hui, comment elle se présente? Est-ce une opposition compacte, une opposition qui parle d'une seule voix, une opposition qui marche en rang, ou une opposition où on rentre et on sort en fonction des intérêts qu'on recherche? On a cru à un moment donné qu'elle aurait pu se rassembler. Parce qu'il y a deux choses pour qu'une opposition, dont une opposition a besoin de ce pays. Le bon véhicule, le bon message. Et le bon véhicule, c'est le véhicule compact. Regardez bien tous les grands partis de ce pays, sans vouloir les nommer, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. Lorsqu'ils ont abandonné l'idéal du rassemblement, ils ont tous eu des problèmes. Tous les grands partis de ce pays. Parce qu'il y a une réalité dans ce pays, c'est qu'aucun parti, fût-il prestigieux, ne peut réussir à gagner des élections, ou s'il a gagné, parce qu'on peut gagner le pouvoir très facilement en faisant un coup de force. Mais comment tu le maintiens? Et il faut un minimum d'adhésion. Absolument. Un minimum d'adhésion. Donc, je crois que si l'opposition reste frappée par cette maladie infantile des oppositions africaines, l'extrême répartition des ambitions, chacun veut apparaître à la télé, que Live TV l'interview plutôt qu'un autre. Si on en reste là, on n'aura rien. Maintenant, bon, si on s'est fait pacte, est-ce que cela est perdu? Je ne veux pas le croire. Mais je regarde, je suis triste de voir qu'elle est aussi fragmentée. Hélas. Justement parce que chacun regarde à ses intérêts et pas à ceux de la population. Oui, voilà, c'est simple. Et, je veux citer Nyamia Kona, que j'aime bien de temps en temps, qui fait quelques tweets, quelques sorties que j'aime bien de ce point de vue. Mais on n'arrivera à rien si on est fragmenté. Et sans vouloir lui jeter la fleur, parce que moi j'aime bien reconnaître par honnêteté les qualités de mon adversaire, ne serait-ce que pour les connaître. Celui qui a le mieux réalisé cela dans ce pays, c'est Alassane Ouattara. Bon, peu importe comment, à la hussarde, la violence, en achetant des gens ou pas, peu importe, j'observe qu'il est celui qui a le mieux compris où allait l'efficacité. Justement, vous parliez d'Alassane Ouattara, il a demandé à son Premier ministre, Ahmed Bakayoko, de siéger à cette table de discussion pour ce dialogue politique. Comment vous appréciez sa gestion de cette table? Ça fait partie de ce que vous appréciez Non, oui. M. Ouattara fait son job. Je ne vais même pas chercher, je n'ai pas plus confiance en lui. De toute façon, faites confiance à personne. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout de lui, je le soupçonne d'être dans un schéma. C'est un homme structuré, planifié et déterminé. Vous parlez du président Ouattara ou vous parlez du Premier ministre Non, Alassane Ouattara. C'est un bon professionnel qui planifie tout. Tout est structuré chez lui. Il a des objectifs. Il applique le schéma cybernétique. J'apprécie cela. C'est quoi le schéma cybernétique? C'est avoir un objectif et avoir un pilotage d'acquisition. C'est cela la cybernétique. Et donc, ce monsieur a besoin de donner le change par rapport à l'objectif de la réconciliation, qui est quand même plus vendable. Hein? La CEDEAO demande, je ne sais plus qui demande, l'Union européenne, enfin bon, tout le monde demande ça. Bah, il vous donne ça. Les gens disent parfois, mais vous y allez, mais faites le jeu de Ouattara. Mais, et alors? Même tant qu'à faire son jeu, tirez votre épingle à vous. Parce que lui, de ce jeu, parce que lui, qui s'appelle le jeu démocratique. Ben oui, parce que lui, il fait son boulot. C'est simple, vous voyez. Je ne lui demande pas d'être vertueux. Vous avez tout à l'heure ce que je vous dis. Je ne lui demande pas d'être vertueux. Vous voyez, je lui demande de me donner une chance qu'ensemble, lui cherchant à tout prix à s'agripper au pouvoir, et moi cherchant à l'en déloger, que notre jeu permette à la Côte d'Ivoire de ne pas tomber dans la trappe de l'histoire. Parce qu'il y a un risque systémique. Je vous dis, au début, je vous ai dit, il y a des pays qui existent dans le monde. Avec des modèles bien connus qui fonctionnent. Mais c'est des pays, mais pas des États. Okay. Si je vous cite un nom tout de suite, vous verrez, il y a des endroits où il y a des pays sans État. Géographiquement, ils existent, mais il n'y a pas d'État. Il y a une dernière question. Alors, la dernière question. On a parlé de cette table de discussion, on a parlé de réconciliation, mais on n'a pas parlé du ministre de la Réconciliation qui y était présent. Quel a été justement son apport dans cette discussion? J'ai apprécié sa discrétion. Je vais vous dire une chose. Je vais vous révéler un secret.
C'est un jeune frère que j'apprécie. Je parle du jugement global de sa personne. Hein. Je ne parle pas de l'épisode discutable. Voilà. On s'apprécie mutuellement depuis longtemps. Moi, il est vrai que j'ai beaucoup d'amis parfois un peu bizarres. Un peu bizarres. Ah oui, d'accord. Mais j'ai beaucoup apprécié sa discrétion. Dans le bon sens? Sa discrétion dans cette période-là. D'accord. Il n'a pas cherché à tirer... Ou à revendiquer à quelque tirer la chose. moindre gloire. C'était la meilleure posture pour lui. Le temps passera, évidemment. Est-ce que c'est pas un peu sarcastique, la manière dont vous le dites? C'est à vous de voir. mais je crois que le mieux pour lui, il va convaincre davantage, parce qu'il produira. Certains téléspectateurs se posent des questions pour terminer cet entretien. Oui. Monsieur Cabran-Apia, de cette absence-là, de ce silence, on vous voyait de moins en moins. Et là, vous êtes quasiment là. À la limite, vous disiez tout à l'heure que vous avez travaillé sur beaucoup de choses, sous plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui expliquait votre, permettez le terme, retrait? Bon, retrait si on veut, oui, parce que vous savez, la télé a une double fonction. Hein. Elle vous tue ou elle vous... Discrétion, comme il dirait. Elle vous tue ou bien Votre discrétion. elle vous développe. Si vous êtes trop à la télé, elle peut vous tuer, la télé. Si vous êtes trop dans les médias, si vous n'êtes pas assez, on risque de vous oublier. Bon, il faut gérer. Alors, moi, en général, bon, ça c'est pour rigoler, mais je viens sur les plateaux, je vais dans la presse quand j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai le sentiment que je ne suis pas utile, à quoi bon? Vous avez le sentiment qu'il y en a qui font ça? Il y en a qui restent suivants. J'avoue qu'il y a de la provocation dans la question. Non, je ne veux pas... ce que je redoute, c'est la surévaluation de l'exposition publique. Qu'est-ce que nous devons retenir de votre Surévaluer. passage justement sur notre plateau pour ce que vous deviez dire, Vous avez devez- envie de dire? Vous devez plus souvent faire des émissions pour que les gens viennent parler dossier. Même la politique, c'est un dossier. Je vous aurais bien vu faire une émission au moment de ces grands débats constitutionnels. Non, Ah si, on en a eu, monsieur Cabran. Non, non, je veux dire, oui, vous avez eu des débats, de disputes. Oui, On va quand même Voilà. pas revenir sur ce qui a été fait, mais on retient la voilà. question des Serbes, c'était ce soir, votre passage, parce que vous avez dit, je viens sur un plateau en général pour dire des choses, ou en tout cas lorsque j'ai des choses à dire. Ce soir, qu'est-ce que vous message on souhaitez retient de vous? qu'on retienne de votre passage? Moi, je souhaite le remembrement de la politique. Que la Côte d'Ivoire sorte du tunnel des crises. Que nous ayons des lois, des institutions qui fonctionnent. Ce n'est pas pour paraphraser Barack Obama, qui ne l'a pas inventé. Un pays fonctionne avec des institutions fortes. C'est bien dit. Tous les grands pays du monde, quelles qu'elles soient, ces institutions peuvent être des dictatures, hein, vous savez, ça peut être des dictatures, mais ça fonctionne, vous savez, c'est stable. Pour peu qu'elle soit forte. Parce que la fonction fondamentale de la société, de l'État, c'est le développement n'est pas possible sans stabilité, D'accord. à long terme. Ok. Voilà. Donc, je suis un adepte de l'État reconstitué, fonctionnant. Peu importe si c'est mon ennemi qui est au pouvoir. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai paru encensé, M. Ouattara, mais s'il le pensait, il se tromperait beaucoup. Oui. On finit l'émission, donc je crois qu'on aura retenu l'essentiel de votre idée. D'accord. On aurait eu plus de temps. C'est vers un État. Voilà, vous auriez La eu, construction d'un État. Et on aime bien. La construction d'un État moderne. Voilà, État la construction d'un État Avec moderne. des institutions fortes. Voilà. Bien noté. C'est ma passion. Merci, M. Cabran-Apia, d'avoir été avec nous sur ce plateau. c'est moi Et qui puis, vous remercie. au sortir d'ici, je vous présenterai un autre directeur de programme. Parce que certains, vous avez des émissions à nous proposer. En tout cas, on a une chaîne de télé pour les Ivoiriens et tout ce qu'on pourrait faire pour que ces Ivoiriens-là puissent s'exprimer ou avoir des réponses à leurs différentes questions. Et bien, toutes ces propositions sont les bienvenues. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau-là pour la dernière de l'année. C'est ça. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde.